Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous sommes toujours à l'heure des grands rendez-vous économiques du début d'année, l'année 2015. Comme vous le rappelez, le 1er janvier, on avait reçu la ministre de l'économie et des finances. Le 2 janvier, au rendez-vous, bien sûr, de l'Est de la Tour, nous avons eu le gouverneur de la Banque centrale, ensuite le représentant du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'écouter le secteur des affaires haïtiennes avec l'économiste bien connu Pierre-Marie Boisson. Nous allons prendre la pause, on se retourne dans quelques instants pour le dialogue avec M. Boisson. Mais nouveau billet dit Gout Banque centrale pral mette deyo, li pas remplacer ancien. Tous les dés qu'a servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Gout doit servir, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Rouge. On nous garder ensemble ou ka lil dans langue français kou créole. Si vous passez mon tout, ou sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawé sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier si périer qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. Grâce à grossi pour la douane recevoir dans mes gouvernements, li vinn gen plus jèvrine pour le goumen contre contrebande à contrebandier. Sorti octobre 2013, rivé juillet 2014, la douane saisit plus passé 4 millions d'articles en forme. En pile zé, en pile saucisson salami, yo saisi ti poule tout. Quant à poule avarié yo, la douane saisit 285 sacs de 70 kg. Pour marchandises contrebande ak moyens contrebandiers utilisés, la douane saisit 198 camions remplis avec marchandises. Te gen 61 camions qui te saisi pour exercice 2012-2013 là. Mais pour octobre 2013 à juillet 2014, la douane getan saisi plus passé 137 camions. Tout camion ça yo la douane saisi yo entreposé kounya dans poste contrôle ak bureau douane yo. La douane fait 40 arrestations pour trafic marchandises à contrebande. 16 cas pour exercice 2012-2013 là. Pourtant, de octobre 2013 à juillet 2014, la douane a arrêté 24 personnes. La douane saisit tout en pile munitions exam dans main contrebandier qui t'a essayé faire rentrer dans le pays d'Haïti pour venir mettre sécurité peuple en danger. Pour le remplir mission, pour le protéger intérêt peuple. La douane et tout l'autre partenaire national tant international a travaillé chaque jour bon Dieu mette la journée ou la nuit pour y a réfléchi comment pour y barrer route trafiquants et contrebandiers. Comme annoncé, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une nouvelle fois dans notre salon économique l'économiste haïtien bien connu Pierre-Marie Boisson pour analyser l'évolution de l'économie mondiale et l'économie haïtienne. Pierre-Marie Boisson, merci d'avoir répondu à l'invitation et bonne année 2015. Bonne année, Kessner. Je souhaite vraiment une année de renouveau à Haïti. Et à on attend depuis longtemps ce renouveau. Est-ce que c'est finalement cette année? Je pense que c'est une année qu'on ne peut pas rater. Je pense qu'on est forcé de donner un meilleur signal après 100 ans d'occupation et après 5 ans d'après-séisme. Mais vraiment, je suis encore très heureux de pouvoir me retrouver à cette table. On n'est pas éternel, ça peut ne pas se reproduire, mais chaque année, c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver avec toi, Kessner. Et je pense que le public, les hommes d'affaires, les étudiants en profitent bien. Faisons le bilan. D'abord de l'année 2014, l'économie internationale et l'économie américaine qui a connu une forte reprise, l'euro qui piétine, le baril de pétrole qui chute. Donc il y a eu plusieurs grands événements. Quelle lecture vous avez fait? Parce que je sais que vous suivez ça au quotidien, l'évolution de l'économie mondiale. Après, on verra l'impact sur l'économie nationale. Question sans être présomptueux, je dirais que je n'ai qu'une surprise cette année, c'est de voir l'importance de la chute du prix du pétrole. Mais à part ça, je pense que c'est une économie qu'on s'attendait déjà, j'ai appelé ça le scénario à la japonaise. On s'attendait à ce que la reprise de l'économie mondiale après cette forte crise de 2008, 2007-2008,
qui s'est terminée en 2009, on s'attendait à ce que l'économie mondiale et les grandes économies aient une croissance relativement lente. Et le risque, je l'ai toujours dit, enfin je l'ai répété, n'est pas un risque inflationniste, mais peut-être un risque de déflation. Comme ce qui s'est passé au Japon après 1989, donc les années 90 et 2000. L'économie donc a été un peu décevante, on dirait, parce que bon, la croissance avant la crise, elle était de l'ordre de 4% l'an, avec une croissance des pays émergents très forte. Aujourd'hui, la croissance est 3,3 pour l'année 2014, comme on prédit. Probablement qu'on aura légèrement différent avec la baisse des prix du pétrole, mais disons qu'une croissance de 3,3 pour l'économie mondiale et une croissance de 3,8 prévue pour l'année prochaine. Et avec une très bonne nouvelle, la locomotive de l'économie mondiale, qui est les États-Unis, ont vraiment ont démontré encore que c'est une économie qui est très, très, très bien gérée et très forte, très diversifiée, capable de rebondir et de répondre à toutes les crises. Ceci étant dit, et je dirais moi-même, regardons un petit peu l'histoire. La dernière fois qu'on a eu une crise de l'ampleur de cette crise-là, c'était dans les années 30. 29-33 était la Grande Dépression. Ça, on l'a appelé la Grande Récession. On dit que c'est la plus forte crise, la plus grosse crise économique depuis la Grande Dépression. Nous sommes 6 ans après cette crise. Nous avons 2008-2014, ça fait 6 ans. On a bientôt 7 ans après la crise. 6 ans après la fin de la Grande Dépression, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons eu une commotion qui a été la plus importante de toutes les commotions qu'a connu le monde, avec des millions de morts, avec des chocs économiques, des chocs sur les patrimoines, des chocs sur les actifs mondiaux et des bouleversements positifs aussi, extraordinaires. Je peux dire avec grande satisfaction et que c'est une des choses que beaucoup de gens attendaient à l'époque. La grande récession était supposée conduire à des chocs. Il y avait des articles qui avaient été écrits dessus. 6 ans après, je ne pense pas. Je pense que nous avons des guerres. Nous avons des guerres. Le Moyen-Orient est Dans très les zones et agité. les régions, mais pas mondiales. Mais heureusement. je ne crois pas aujourd'hui qu'on soit à la veille d'une guerre mondiale. Okay. Je pense qu'on a des problèmes, terrorisme, des spots. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire avec grande satisfaction que les banques centrales des pays leaders, les pays phares, qui sont des pays développés, et les gouvernements ont su, malgré toutes les critiques qui ont été faites, par exemple, aux politiques keynésiennes, et on en a parlé en plusieurs émissions, aux politiques d'inondation des marchés de liquidité pour pouvoir empêcher qu'on ait une dépression. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire a montré que ce n'est pas que les risques ont disparu. Il y a encore des risques inflationnistes, il y a encore des risques de retour de bâton. Il y a des risques toutes sortes de risques. On a à gérer des risques tout le temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu la Deuxième Guerre mondiale. On a une économie américaine qui reprend de façon relativement forte, quand même 5% le dernier trimestre. Prévu 3% cette année. Bon, c'est quand même, par rapport au rythme de croissance de la population, c'est quand même dans l'histoire du monde une des plus fortes croissances du produit per capita des États-Unis et du monde. Avant d'arriver les pays émergents, naturellement, eux, commencent maintenant à l'espace souffrir. Et là, on peut en parler plus. Avant d'arriver à la conjoncture, et restons un peu sur l'aspect historique. On se rappelle, après la Seconde Guerre mondiale, et vous avez bien souligné la Grande Dépression, il y a eu Keynes qui a émergé avec sa fameuse politique, les années glorieuses. Maintenant, si on prend les 6 dernières années, avec un Bernanke qui a inondé, comment on pourrait interpréter ça sur le plan historique, le travail réalisé par Bernanke pour éviter cette répétition de la Grande Dépression? Il était un étudiant de la Grande Dépression et il a fait ce travail. Comment vous évaluez le travail de Bernanke en ce sens? Historiquement, comment on va lire Bernanke? Moi, je pense que c'est une grande victoire. Mais ce n'est pas une grande victoire pour Bernanke seulement, c'est une grande victoire pour Keynes. C'est du keynésianisme encore? Moi, je crois qu'il faut dire que moi, à chaque fois que tu me poseras la question, je te dirai que je ne suis ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Je ne suis pas keynésien, je ne suis pas monétariste, mais je suis pour des gens qui savent ajuster les politiques publiques à la conjoncture et aux besoins des sociétés que nous dirigeons. Il est clair que quand on a des risques de dépression, on devient keynésien. Quand on a besoin de relancer la demande pour pouvoir activer
réactiver les échanges qui font la production, qui stimulent la richesse, la création de richesse, à un certain moment, il faut agir sur les leviers qui produisent cette demande-là, les leviers monétaires, les leviers fiscaux, pour pouvoir réactiver l'économie. Et moi, je suis profondément convaincu de ça, et je crois que tu le sais. Mais ça ne veut pas dire que quand maintenant les risques inflationnistes vont se produire, il faut toujours rester à inonder. Il va falloir faire des coups de frein, et les coups de frein ne seront pas faciles. Il y aura des chocs, il y aura des récessions aussi. Tout à fait. Et les récessions doivent être des cycles. Tout à fait. Maintenant, Milton Friedman, libéral de son État, disait que le XXe siècle était un siècle keynésien. Il avait reconnu que le travail réalisé par Keynes. Va-t-on dire que le XXIe siècle sera encore un siècle keynésien? En dépit de l'émergence de Schumpeter, avec la création destructive, avec tout ce qui se passe dans l'économie américaine, comment ces deux personnalités... Il y a une troisième personnalité qui est très importante, qui émerge sur la scène, qui va nous donner la réponse à ça, qui s'appelle M. Thomas Piketty. Thomas Piketty a regardé beaucoup plus loin que le XXe siècle. Il a regardé le XVIIIe, le XIXe. Et il nous annonce que la croissance n'est pas... Les croissances fortes qu'on a connues à partir des Trente Glorieuses et après la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas la règle. La règle, c'est les croissances lentes. Et c'est ce qui produit les inégalités. C'est ce qui produit les inégalités. Et ça, c'est vraiment un livre extraordinaire. Et moi, je pense que nous sommes appelés à avoir un siècle à nouveau keynésien. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à faire face pendant encore longtemps aux problèmes créés par la lenteur de la croissance. La lenteur de la croissance, on s'attend probablement pour des années encore, en tout cas. Je ne peux pas prédire pour 50, 60 ans, mais je pense que Thomas Piketty l'a fait. Je pense que le challenge, le défi va être beaucoup plus un défi de porter la croissance à être plus importante pour avoir plus d'opportunités et pour avoir plus de possibilités d'avoir l'émergence de classes moyennes, l'enrichissement de nouveaux acteurs. Parce que sa thèse se repose particulièrement sur l'inégalité oui, parce que de la redistribution de la richesse. C'est quand même un livre de 950 pages. Ah oui, c'est lourd. Et je ne peux pas vraiment résumer une thèse en 2 mots. Mais je dirais que le point central du livre de Thomas Piketty, c'est de vous dire, en réalité, quand une croissance est lente, dans tous les pays du monde, mais particulièrement les pays développés, automatiquement, le poids des patrimoines hérités et des patrimoines déjà construits, déjà acquis, devient plus important parce que le retour sur investissement est plus important que la croissance. Donc, quand le retour sur investissement, par exemple, est de l'ordre de 4 à 5 %, vous avez une croissance du produit per capita de l'ordre de... Enfin, pas du produit per capita, du produit intérieur brut, de l'ordre de 1 %, forcément, les gens qui étaient déjà riches deviennent plus riches. Ils deviennent plus riches et vous avez des difficultés à créer des emplois et à avoir de nouvelles personnes à s'enrichir, à rentrer dans la classe moyenne, à devenir plus riches, etc. Donc vous avez des problèmes maintenant qui débordent sur des problèmes sociopolitiques parce que vous avez des creusements d'inégalités. Et aujourd'hui, si vous regardez la croissance américaine, avec tout ce que je peux dire de bien des États-Unis, mais il y a par exemple Stiglitz. Joseph. Stiglitz, qui est un autre géant, prix Nobel, vous enseigne que les 30 dernières années, l'essentiel des fruits de la croissance a été concentré au top des 1% de la société américaine. Et on a multiplié par, je ne sais pas, 5 ou 6, le nombre de milliardaires faisant la liste de Forbes Magazine. Donc, ça a créé une dynamique politique aux États-Unis qui favorise les démocrates. Mais comment interpréter la thèse de Piketty qui parle de patrimoine, d'héritage, avec l'émergence des nouveaux milliardaires américains, puisque vous en parlez, des Bill Gates, 81 milliards, vous allez, Steve Jobs est mort, bien sûr, mais vous allez voir Zuckerberg, 31 milliards, vous allez avoir Michael Dell, ces nouveaux milliardaires qui n'ont pas hérité. Non, absolument. Il y a une nouvelle donne qu'il ne faut pas nier. Il y a une nouvelle donne positive. C'est qu'il y a eu une classe de salariés et de gens qui n'étaient pas riches, ou des innovateurs, des gens comme Steve Jobs,
qui ont découvert, qui ont fait des découvertes, qui ont été des innovateurs et qui sont devenus très riches. Il y a également des managers qui gèrent des grosses entreprises, qui sont des employés, qui sont devenus multimillionnaires, pour ne pas dire milliardaires. Les stock options, ça fait une différence. Mais le problème, c'est que ces gens ne sont pas très nombreux, malgré tout. Et quand ils arrivent, il y a une chose qui est extraordinaire. Si je prends le cas de Bill Gates, qui était l'homme le plus riche du monde, de temps en temps, il partage avec les Mexicains. Carlos Slim. Mais aujourd'hui, la croissance de la fortune de Bill Gates se fait sans lui. Ah ouais. C'est-à-dire que Bill Gates est un monsieur qui passe son temps à faire du philanthrope, à être un philanthrope. Mais la croissance de sa fortune est aussi rapide, sinon plus rapide, que quand il travaillait 12 heures, 14 heures par jour. Actionnaire minoritaire aujourd'hui à Microsoft. OK? Ça veut dire que le drame, ce n'est pas l'individu qui a été une étoile brusquement, qui s'est révélé au monde, etc., et qui a pu devenir très riche. Le problème, c'est qu'après, il devient maintenant un rentier. Il devient quelqu'un qui bénéficie d'une situation qui est mathématique. Le taux de retour sur investissement est plus important que la croissance. Et la croissance américaine ralentit. La croissance de la population ralentit aussi. Maintenant, les Américains sont encore supérieurs aux autres en comprenant l'importance de l'immigration. Parce que les Américains sont les meilleurs à corriger les problèmes de la faible croissance de la population en acceptant plus d'immigrants chez eux. Ça, c'est très important. Parce que c'est ce que la migration fait une différence. La migration fait une différence dans la jeunesse de la population. Parce que les populations pauvres qui immigrent font plus d'enfants, ont un taux de natalité plus élevé et ont tendance à être productifs. Donc, quand elles immigrent, il faut savoir corriger le vieillissement de la population avec l'immigration, ce que n'a pas fait le Japon. Aujourd'hui, l'une des choses que le Japon doit faire comme réforme, c'est aujourd'hui de réformer son marché du travail, d'accepter plus d'immigrants, de donner l'accès au marché du travail aux femmes, pour pouvoir rajeunir, pour pouvoir avoir une meilleure force de travail. Voyez? Donc, ce que moi je veux dire, c'est que vous avez une situation ponctuelle qui crée un riche, mais il ne faut pas confondre avec la lame de fond. La lame de fond d'une économie lente, c'est l'enrichissement des gens qui sont déjà là et le manque d'opportunités pour ceux qui ne sont pas encore là. Donc la démographie joue un rôle important dans le développement économique. Nous recevons Pierre-Marie Boisson, nous sommes à l'heure des grands rendez-vous économiques en début d'année 2015. Nous prenons la pause, on se retrouve d'ici quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mais nouveau billet di Good Banque Centrale pral mette deyo a, li pa remplacer ancien. Tous les deux ka servi pour toute transaction. Même Jean ak billet di Good wap servi a, nouveau billet a, gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Rouge. On nous gade ensemble. Ou ka lil nan langue français kou créole. Si ou passe mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet a. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin, mais li pi résistant, qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bon la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bon droit, exiger récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana ou Pengouin, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde.
Li campé par côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'offre ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h sur Télémétropole. Notre invité, maintenant, il est devenu également une icône de cette émission. Chaque année, il est avec nous pour nous donner le point de vue du secteur des affaires sur la situation économique mondiale et nationale. Pierre-Marie Boisson, on disait en première partie que le pétrole a fait une grosse différence. On en a parlé déjà en plusieurs fois dans l'émission. Mais le monde financier se rattache maintenant à ces produits, les commodities. Est-ce qu'il y a un danger? Parce qu'on a vu tout ce qui ça peut se faire de manière positive. Les Américains ont pu, en pouvoir d'achat, les consommateurs américains ont gagné près de 40 milliards de dollars américains. Ça augmente le pouvoir d'achat, ça va donner un booster à l'économie. On pense que ça pourrait même favoriser 1% de croissance. Mais comme financier, le forward market, les spéculations, qu'est-ce que ça va apporter comme problème? Vous savez, la caractéristique des commodities, je ne vais pas aller être trop technique dessus. Mais je vais dire tout simplement pour toi, économiste, que c'est à cause de la faible élasticité de la demande. Par exemple, on peut dire que quand tu viens chaque jour à ton travail, question, tu ne vas pas changer. Ce n'est pas parce que le prix à la pompe change que tu vas dire « Ah, aujourd'hui, je n'ai pas Radio Métropole ». Tu as la même demande, quel que soit le jour. Donc la consommation de pétrole à travers le monde tend à refléter des patterns, des modèles de vie qui sont assez rigides. Et donc, la plus grande partie de cette consommation-là est inélastique par rapport au prix. Donc, ce qui fait que quand il y a des chocs d'offres, il y a une volatilité des prix extraordinaire. Parce que la demande n'est pas responsive. Hein? Et c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est vrai pour le blé, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc, les mouvements de prix dans les commodities tendent à être violents. Ceci a une conséquence pour la gestion des entreprises, parce que tu sais, quand moi j'étais à Investment Officer, par exemple à la Société financière internationale, la variable la plus importante quand tu calcules est-ce que tu vas faire un investissement ou pas, est-ce que tu vas faire un prêt à quelqu'un, c'est le prix de sa marchandise. Parce que le prix peut faire varier le bottom line du simple à rien du tout, ou bien du simple au double, ou bien... Il y a une grande volatilité du résultat d'une entreprise au prix et le résultat d'une économie. Prenons l'Amérique latine. Une grande partie des économies latino-américaines sont, malgré tout leur succès macroéconomique et autres, mais sont quand même liées à des denrées bien précises. Hein, le cuivre. Pour le Chili. Pour le Chili. L'Argentine, on sait bien avec les produits alimentaires. Voilà, le Brésil. Les produits alimentaires, le Brésil. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez eu l'entrée de la Chine, qui a quand même 1,4 milliard d'habitants, 1,5 milliard, bon, c'est le cas de la population. Enfin, c'est pas le cas, mais disons c'est 20% de la population mondiale. Quand la Chine s'est mise à se développer et à faire passer des gens de la zone rurale à la zone urbaine, ça a fait exploser la demande pour certains produits. Les métaux notamment. Parce que quand on vit en ville, on a plus de voitures, on a plus d'usines, on a plus d'industries. La demande des métaux a explosé, la demande du blé a augmenté, parce que les gens se sont mis à consommer, au lieu de consommer des céréales brutes, se sont mis à consommer de la viande. La même quantité de calories produites par une vache demande 7 fois plus de céréales que quand tu consommes les céréales elles-mêmes. Donc la demande du blé a explosé, la demande donc, des céréales en général, et il y a eu une explosion des prix de ce que produit l'Amérique latine et l'Afrique. Donc toutes ces économies-là qui se sont mises à croître de façon assez spectaculaire au cours des dernières années, avec la croissance de la Chine, maintenant que la Chine ralentit, et la Chine devait ralentir. Quand tu crois, à un certain moment, le taux de croissance va se tasser, pour des raisons que nous connaissons bien en économie. Donc aujourd'hui, le Brésil est pratiquement à l'arrêt. Le Brésil ne croit pas.
L'Argentine est en récession. Le Venezuela, bon, c'est la on catastrophe. ne peut pas qualifier, c'est la catastrophe. Mais même le Mexique souffre, même si que le Mexique est tout près des États-Unis, donc beaucoup plus diversifié. Mais est-ce que ces ralentissements, ces contractions ne vont pas avoir des conséquences sur les finances maintenant, sur les systèmes bancaires en particulier? C'est certain. Cette connexion, je veux Il y faire a avec des connexions. La finance suit l'économie réelle, même si en réalité elle est une variable autonome en elle-même. Mais quand même, quelque part, je dis toujours ça, quand on critique le système bancaire, il ne faut pas de crédit. Je dis, ne faites pas crédit à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Si la personne n'a pas une activité qui marche, mais c'est la même chose au niveau mondial. C'est-à-dire qu'automatiquement que ceci va se passer, il y a toute une série de flux de capitaux qui traversaient du nord au sud, qui ne vont plus traverser. Parce que les fameux pétrodollars. Il y a des ramifications entre la baisse de la demande agrégée, par exemple, même le Pérou, qui est l'économie la plus florissante des dernières années. Mais, écoutez, le Pérou aussi est aussi lié au secteur minier. Donc le Pérou ralentit, le Chili ralentit, l'Argentine est en récession, le Mexique ralentit, le Brésil ralentit. Vous avez fait le tour de la question en termes de grosses économies. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Et bon, les investisseurs, ils vont cesser. Donc vous allez avoir maintenant des problèmes. Des nations qui étaient devenues créditrices, qui avaient équilibré leur budget, vont devenir déficitaires. Parce que leurs revenus ne suivent pas. Et politiquement, c'est beaucoup plus difficile d'ajuster les dépenses que les revenus. D'accord? Donc, il va y avoir des situations brusquement de déséquilibre. Il y aura des situations de déséquilibre dans d'autres zones du monde aussi. Donc, la façon de régler ces problèmes-là, c'est la diversification. Mais aujourd'hui, la plupart de ces économies ne sont pas diversifiées autant qu'on croit. Le cas de la Russie, c'est extrêmement grave. Les recettes pétrolières, la balance commerciale. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Voilà un pays qui a voulu, pour être un petit peu audacieux, je dirais, faire renaître l'Union soviétique. Puisqu'il y a à peine un an, Kistner, de quoi on parlait? La peur de revoir l'émergence d'une Russie qui envahit ses voisins, qui devient comme l'Allemagne, hein, qui envahit, qui commence à être... Chaque petit pays qui a une communauté russe devient une annexion de la Russie, qui s'est trouvée face à des sanctions, mais la Russie alimentant des pays comme la France, l'Europe, en produit. Donc, bon, ils avaient un pouvoir de chantage. Et puis, brusquement, le pétrole passe de $100 à moins de $50. La Russie s'effondre. La monnaie perd de sa valeur. Donc, la Russie ne peut pas être arrogante. Donc, il faut avoir des moyens financiers pour écoutez, on critique les ambitions politiques. On critique l'arrogance des États-Unis, mais bon, oui. Les États-Unis, c'est une économie qui est autrement plus solide et diversifiée que ces économies avec qui elle est censée faire la concurrence politique. La diversification est un mot-clé. On ne peut pas dépendre, comme le Nigeria, comme le Venezuela, la Russie, l'Iran, simplement du pétrole. Le faire, c'est un choix extrêmement dangereux. Et pour être diversifié, il y a des politiques publiques qui accompagnent ça. Par exemple, il faut avoir une monnaie flexible. Les États-Unis ont une monnaie très flexible. Ils ont su déprécier après la récession. Maintenant, la monnaie reprend de la valeur. Les États-Unis ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, une politique d'immigration souple. Aujourd'hui, ça leur crée des problèmes politiques à l'intérieur, des conflits entre partis. Mais il est un fait certain qu'aujourd'hui, vous avez une partie substantielle de la population américaine qui est venue d'autres pays. Donc, vous avez une force de travail beaucoup plus forte et beaucoup plus diversifiée. Donc, la diversification et la flexibilité, ce sont les différentiels entre la Russie et les États-Unis, selon vous, là? Écoutez, moi, j'ai lu un livre il y a peut-être 20 ans, que je citais à une époque dans les interviews, ça s'appelle « The Adaptive Economy ». Je ne me souviens plus de l'auteur. Les auteurs, c'était des auteurs. L'une des façons les plus sûres d'avoir une économie qui ne va pas s'effondrer, c'est d'avoir une économie flexible. Et une des choses qu'il faut flexibiliser, c'est la monnaie. Quand on a une monnaie fixe, on a un élément en moins dans la politique publique. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une économie ouverte pour pouvoir diversifier ses sources de consommation, ses sources d'importation. Donc, il faut absolument être capable, et c'est vrai pour un investisseur comme c'est vrai pour un pays. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Là, vous faites encore un coup d'œil à l'équilibre général du fameux John Maynard Keynes. Absolument. Et Haïti n'est certainement pas au même niveau que la Russie, mais nous avons un point commun, un manque de diversification.
Absolument. Il faut concentration de l'économie. Faisons la transition. Regardons ce qui s'est passé en 2014 dans l'économie haïtienne. Et on verra bien sûr Petro-Caribé, on verra bien sûr l'impact du pétrole sur Haïti. Donc comment vous avez pu analyser l'économie haïtienne en 2014? Sans surprise.